Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut tout le monde, on poursuit dans ce nouvel épisode de Passion d'entreprendre notre discussion avec Damien qui est le restaurateur de l'établissement La Pimpine du côté de Lignan de Bordeaux. Il nous donne son point de vue sur la gestion du personnel, le recrutement, le savoir-être, des conseils pour entreprendre, des anecdotes et sa vision de l'entrepreneuriat. Merci d'écouter Passion d'entreprendre. On continue de parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de toujours rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Tiens, j'ai une question concernant justement la gestion du personnel. Être manager, savoir gérer l'humain, c'est compliqué. Toi, comment tu le fais ? Alors moi j'ai eu la chance et la malchance en plus de 20 ans en tant que salarié à différents postes de connaître différentes expériences avec les différents managers que j'ai pu avoir. C'est vraiment en cuisine pendant mon CAP et par la suite où là j'ai vraiment vu une certaine même de la violence, tu vois, une certaine violence verbal, je reçois des assiettes dans la verbal, tête. psychologique. Ah ouais. Alors moi on m'a jamais jeté d'assiette ou de casserole sur la tête, mais j'ai eu des collaborateurs à qui c'est arrivé. Wow. Et c'est pas un secret non plus. Mais bon, les conditions de travail en cuisine entre chaleur, fatigue psychologique. Alors ça ne justifie pas, pas du tout. Mais ça a amené des dérives, mais pendant très longtemps, pendant très longtemps. Ça a duré des années 60 jusqu'à... Mais maintenant, il y a eu des histoires il y a quelques temps. Jusqu'à la fin des années 2010. C'est vraiment le Covid qui a mis un stop à ça, où quand les mecs ils se sont retrouvés à sortir de leur cuisine et à découvrir, à voir ce que c'était la vie, ils se sont dit, non mais attends, c'est quoi ce délire ? Mais jamais je retourne faire ça, je vais aller faire autre chose. Et on a perdu beaucoup de personnel à la fin du Covid. Quand il a fallu rouvrir les restaurants, il y en a plein, ils ont dit moi je refais pas ça, j'étais bien. Bon alors là on y revient un petit peu parce que les choses se sont un petit peu apaisées. Il y a une prise de conscience parce que la plupart des restaurateurs ils trouvaient plus de personnel. Donc du coup à un moment donné il a fallu calmer. On augmente et on aménage les horaires. On augmente les salaires. Et surtout, on aménage des conditions de travail dont les horaires plus particulièrement, beaucoup plus confortables pour les salariés qui sont des êtres humains. Là. Travailler en coupure 5 jours par semaine. Donc en coupure, c'est quand tu commences à 8h, 9h le matin, tu finis ton service à 15h, 15h30, et à 18h, tu as une pause de 2 heures, et tu reprends à 18h jusqu'à 23h au minuit. Pendant tes 2 heures de pause, tu arrives, tu es explosé, tu rentres chez toi, tu te poses, tu t'endors un peu, tu te réveilles, il faut repartir. Donc c'est pas une vraie pause, t'en profites pas pour passer ni du temps avec tes enfants, ni aller faire les courses ou tourner la pelouse. Tu peux pas, t'es trop explosé. Et quand tu fais ça 5 jours par semaine, t'arrives le week-end, t'es explosé. Et là tu essaies de gérer un peu entre tes enfants, un peu entre tes papiers, ton administratif, les différentes choses que tu as à faire, t'occuper un minimum de ta maison, mais tu es tellement explosé. Des fois, t'as même pas la force. Quand tu as travaillé 60 heures, quand on a payé que 39 ou 40, et ça a été ça pendant très très longtemps. Et les restaurateurs et chefs de cuisine mettaient ça sous le compte de la passion, de la chance d'être dans certains établissements, tout ça. Et question justement sur le service, est-ce qu'il faut être passionné ou une personne qui n'est pas passionnée, qui a juste envie de faire ça, on va dire, pour un job alimentaire, ça match, mais sur une courte période ou sur une longue période ? Pour moi, alors personnellement, moi je fais ce métier parce que je suis passionné. C'est vraiment la passion de... T'es passionné par quoi ? Par le fait de rencontrer des gens, que les gens aient la convivialité ? C'est quoi qui te passionne ? Accueillir les gens et qui viennent passer et qui passent un bon moment. Cuisiner pour les autres, faire des bons cocktails pour les autres. Tu vois, j'aime faire pour les autres. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Je le ferai pas pour moi, par exemple. Que les gens viennent ici, qu'ils soient bien accueillis, qu'ils aient passé un bon moment, qu'ils aient bien mangé,
et qui repartent avec le sourire. Moi, faire ce métier, ça me va très bien. C'est ça, c'est vraiment ça qui m'anime. Ma passion, elle est vraiment là. Et quand tu vois donc ton staff, voilà, quand tu as besoin de recruter, c'est quoi les questions un peu récurrentes ou c'est quoi les petits signes qui disent ah bah tiens cette personne, je vais la prendre parce que voilà il y a quelque chose. Ou alors elle a répondu à cette question, ah là elle a pas bien répondu. Tu vois. Alors tu vois maintenant, tout ce qui est CV, lettre de motivation, c'est complètement survolé. C'est complètement survolé. Alors bien sûr, on a besoin d'avoir certaines personnes, voilà, surtout sur les postes des managers, d'avoir des gens voilà, qui ont quand même un certain savoir-faire, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé dans certains établissements et qui peuvent aussi venir apporter des nouvelles choses et des gens sur qui tu peux te reposer, voilà, tu sais que les bases sont ancrées, tu sais que, voilà, que tu vas pas devoir lui expliquer, reformer à donner les bases du métier. Ça c'est primordial. Mais surtout le plus important, nous, ce qu'on va aller chercher chez les collaborateurs, que ce soit les managers pour n'importe quel poste, ça va être le savoir-être. Le savoir-faire, ok, on en a besoin sur certains postes, mais le plus important, ce qui doit passer avant tout, c'est le savoir-être. Être sûr que tu vas avoir quelqu'un qui sait gérer son ego, que quand tu vas lui dire un truc, ah mais il m'a dit de faire ça, hein. Qui a pas de problème d'insubordination, qui est dans la bienveillance avec ses collègues, qui garde le sourire, qui va pas se fermer dès qu'on prend un bouillon. Et on en a eu pendant des essais, et c'est des personnes qu'on n'a pas gardées. Parce que on savait que ça allait, à un moment donné, ça allait être compliqué. Des personnes qui vont mal parler ou qui vont avoir un ton un peu dur avec les collègues, ou qui de suite ça va créer, tu vois, on sent que ça va créer une petite électricité. Et nous ici, voilà, on veut vraiment rester dans la bienveillance. Donc la priorité, c'est le savoir-être. Quelqu'un d'ouvert, de souriant, et qui sait travailler avec les autres. Et toi, quand tu poses une question, genre, tu veux lui dire, bon, ok, ton CV, mais c'est vraiment la question pour toi la plus importante à poser à la personne, ou alors c'est pas forcément des questions, c'est voilà, je le mets pas dans le jus, mais je le mets en action et je vois comment la personne réagit. C'est là, en fin de compte, ton meilleur critère. Moi, quand on fait un entretien, en fait, j'ai pas fait une trame avec, comme on peut trouver sur internet, avec des questions bateau ou pièges, pour voir qu'est-ce que va répondre le candidat. On essaie vraiment de rentrer dans une discussion. Moi, je leur demande, dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui t'anime, enfin voilà, pour en savoir plus, où t'habites, où t'as vécu, enfin voilà, j'essaie vraiment de rentrer dans une rencontre. C'est vraiment une rencontre pour faire parler la personne, voir voilà quelle est vraiment sa vision de la vie, sa vision des autres, comment elle se comporte, et j'essaie aussi d'essayer d'aller titiller un petit peu des petites questions, en me disant voilà, je sais pas, d'un coup il y a ton responsable qui te dit bon ben là machin, il y a un mec qui a vomi dans les toilettes, vas-y s'il te plaît va nettoyer, comment tu réagis, enfin voilà, des petites choses comme ça, des petites questions de mise en situation, pour voir voilà comment réagit la personne, et ça se révèle, ça peut vite se révéler. Ah mais moi je fais pas ci, je fais pas ça. Ah non, moi le vomi j'y touche pas. Ah mais là par contre voilà, je veux travailler, je veux faire la saison, mais je suis pas dispo au mois d'août, et je suis pas là pendant 2 week-ends en juillet. Bon voilà, là dans ces cas-là, voilà, des choses comme ça, on sait que on a des indicateurs voilà, qui vont nous dire bon là on sait que ça risque d'être compliqué de travailler avec cette personne, qu'on sait que dans l'équipe ça peut clasher très rapidement, et voilà, nous le but c'est d'aller chercher des gentils. Est-ce que il y en a beaucoup encore des gentils, parce que souvent on dit que voilà, la gentillesse, la bienveillance, c'est pas des choses qui sont très courantes maintenant. On est plus dans le clash. On peut dire, c'est dans la société, c'est un peu vraiment, on part toujours sur le côté pour ou contre. Voilà, le côté bienveillant, il est alors est-ce qu'il existe et il est pas mis en avant par rapport, on va dire, sur la partie médiatique, ou alors est-ce qu'en fin de compte il est moindre et il y a beaucoup plus comment toi tu le ressens par rapport justement, tu côtoies beaucoup de gens, tu vois beaucoup de gens, et est-ce que les gens sont bienveillants ou pas?
Alors, En général. en général, Parce que tu en auras toujours, hein. on sait que des fois ça peut être compliqué. Alors nous ici, on est dans un petit village, donc tout le monde est voilà, on essaie d'amener une belle harmonie et pour moi la gentillesse, la bienveillance, c'est vraiment la base de tout. Même parfois, tu vois, on va avoir des clients qui arrivent d'un chantier ou d'une réunion un peu dure. On sent que des fois, même on a des clients qui vont être un peu agressifs, qui vont être très exigeants, où rien ne va, rien ne leur plaît. De toute façon, voilà, ils ont décidé aujourd'hui ça va Pas pas, d'accord. ça me plaît pas, rien ne leur plaît. Et là, nous, voilà, moi les directives que j'ai données à mes équipes, c'est eux, au plus ils vont être durs, au plus il va falloir être gentil. Et vous allez voir, à la fin du repas, ils auront complètement changé. Et là, une fois qu'on a fait ça, là c'est gagné. On a des gens voilà, qui arrivent, voilà, qui vont être un peu ronchons, et on peut avoir du personnel qui peut se fermer de suite, tu vois, tu te sens agressé. Parce qu'ils prennent pour eux, alors que la personne elle est comme ça, elle serait avec tout le monde. Tu vas le prendre pour toi. Mm. Je dis non. Et surtout, je leur dis, ceux-là, vous me les lâchez pas. Genre c'est le challenge. C'est le challenge. Vous gardez bien le sourire, vous les bichonnez bien jusqu'au bout. Et vous allez voir qu'à la fin du repas, et en général c'est souvent ce qui se passe, Un petit pourboire. à la fin du repas, ils repartent, ils sont très contents, ils laissent du pourboire, et c'est plus du tout les mêmes personnes que quand ils sont arrivés. Et nous voilà, c'est vraiment le but de la prescription ici. Alors on n'est pas là pour pas ni médecin ni sapeur-pompier, mais on est là pour faire passer un bon moment aux gens. Je pense que s'ils viennent aussi au restaurant, c'est pas seulement pour manger, au restaurant ou au bar d'ailleurs, hein. Manger, rencontrer, passer un bon moment, couper le quotidien et venir surtout vivre une belle expérience. Et nous, voilà, c'est au-delà de la cuisine, voilà, c'est vraiment le but sur le panel complet de nos services, de l'apéro au Dijon. Toi, justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à peut-être des gens qui viennent te voir, ils aimeraient entreprendre, ils aimeraient grandir dans le business et soit ils savent pas ou soit il leur manque des clés. Toi, qu'est-ce que tu leur dis? Vas-y, si t'as pas toutes les clés, tu apprendras sur le tas, ou non, forme-toi le plus possible, comme tu disais peut-être un petit peu au début de l'entretien, et après tu te lances. Ou est-ce qu'il y a des règles, ou il y a une règle, ou non? Après, tout Ça dépend dépend. vraiment des profils. Il y a des gens pour qui l'entrepreneuriat ne conviendra pas. Il y a des gens, il y a certaines personnes, voilà, qui sont qui recherchent de la sécurité, une certaine qualité de vie. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes, voilà, qui Ça, faut en être conscience, hein, c'est ça faut en être important. conscient. Ouais, ça faut en être conscient. Mais je pense que n'importe qui a déjà cette petite étincelle qui te dit hey, et si j'ouvrais quelque chose, si je montais un truc. Déjà, la personne qui se dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, faut pas hésiter. Alors, faut pas y aller les yeux fermés. Faut bien construire son projet. Faut être sûr de ce qu'on fait. Faut qu'il y ait de vraies opportunités. Faut pas négliger tout le côté business plan. Et le business plan, alors voilà, au-delà du côté scolaire du business plan, ça va être juste les grandes lignes. Est-ce que mon idée est bonne? Est-ce qu'il y a vraiment une clientèle? Est-ce qu'il y a vraiment une demande? Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour mon projet? Que ce soit un restaurant ou vendre des piscines ou ouvrir un supermarché ou une station-service. Est-ce qu'il y a vraiment une demande? Et surtout après l'essentiel, alors c'est le cas pour beaucoup d'entreprises et surtout les restaurants, ça va être à quel emplacement. L'emplacement, on te dit, tu connais la grande règle, la grande règle qui dit les trois grandes règles de l'achat d'un fonds de commerce du restaurant: l'emplacement. C'est relativement vrai. C'est vraiment ça à la base. Le lieu, l'emplacement. Est-ce que tu penses qu'il y a une part de chance importante à avoir, ou pas forcément? La chance, ça se provoque. Il y a toujours une partie de chance, mais surtout, voilà, comme je te dis, il faut avoir une vraie stratégie. Essayer de définir le maximum de choses possibles. Même si au final, on en garde que 10%, il faut essayer d'avoir un maximum d'idées
Tu vois, la forme d'un entonnoir, même si tu gardes à la fin 5 bonnes idées sur 100 que t'avais au début, ben, si c'est les 5 bonnes, déjà ce sera gagné. Après voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment se démarquer des autres et avoir voilà une réelle stratégie. Et si la stratégie qu'on avait prévue à la base, elle s'avère pas payante, réagir le plus vite possible, ne pas hésiter à changer le concept, les prix, à modifier, à essayer d'autres choses. Alors oui, il y a une part de chance, mais si on n'a pas anticipé au maximum en amont, il ne faut pas jouer au poker non plus. Et c'était quoi qui était le plus dur entre la création pure et dure donc de Papadam du restaurant, de ton premier restaurant, et là la reprise d'activité La Pimpine? Pour toi, en termes de business, en démarrage, c'était quoi le plus dur? Alors le plus dur sur les 2 établissements, ça a été la gestion des travaux, qui a été quand même assez, parce que le but c'est de faire le plus en dépensant le moins, parce que ça monte très 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 vite, et surtout en général sur les budgets que tu te fixes, Tu les exploses. sur les travaux, tu les exploses très très vite, même si, comme je te dis, tu as anticipé. Toujours des surprises. Il y a au moins 20% de ton budget que tu n'as pas vu. Ah oui, et là, les plaintes et au plafond, le truc. Ah oui, et ça, mais ça, faut le refaire aussi. Et les imprévus. Ah mais non, mais là, la canalisation, on peut pas la faire passer là parce que faut faire. Ah oui, entre les imprévus, ce que tu n'avais pas prévu, et les surprises, tu te retrouves. Donc ça, voilà, faut bien y penser. Donc ça, ouais, ça a été une gestion assez compliquée. Et ensuite, la deuxième chose qui a été la plus compliquée ici. Sur La Pimpine, on est un restaurant, on est un bar avec une licence. Un lieu de vie. Avec une licence 4, c'est un lieu de vie, on est ouvert toute la journée, on est ouvert de 7h du matin jusqu'à 23h le soir. Ouais. On a du monde en permanence. On fait épicerie, dépôt de pain, tabac, on fait la Française des Jeux, PMU. Et tout ça, voilà, donc ça, en amont de l'ouverture, c'est des formations, il y a des enquêtes, il y a des dossiers interminables à remplir. Ça a été un petit parcours du combattant. C'est des formations à faire. Et ça, ouais, c'est un petit parcours du combattant. Alors ça, voilà, faut bien s'organiser, faut bien gérer son temps et passer les étapes les unes après les autres. Mais Et par rapport à ça, tu dis que tu as été bien aidé, bien soutenu par la politique française de formation, d'accompagnement, ou c'est un peu compliqué? il faut se prendre en main. Il faut quand même se prendre en main, aller aux infos, chercher les infos, parce que on voit, en cherchant sur internet, on voit un peu tout et n'importe quoi, pour avoir les vraies infos, les vraies procédures. C'est assez compliqué aussi. On a affaire beaucoup à des institutions, certaines institutions où eux, ils sont pas dans l'entrepreneuriat et ils sont pas aussi exigeants et pressés que toi. Donc, c'est-à-dire, tu parles de qui? Balance. Notamment, les douanes, tout ce qui est l'administratif, l'administration. Tout ce qui est l'administration, tout ce qui touche. Ils n'ont pas la même notion du temps. Ils n'ont pas la même notion du temps, des impératifs que toi tu dois. Toi, faut que tu sois très réactif pour eux, mais c'est à sens unique en fin de compte. C'est ça, un petit peu. Et voilà, entre les différents services de l'administration, je te disais tout à l'heure la Française des Jeux, le PMU, il y a des dossiers, il y a des enquêtes policières. Il y a des entrevues à la police aux jeux que j'avais été faire à Bordeaux. Après, il y a une grosse réglementation parce que c'est de l'argent. Voilà, alors déjà t'as le marché du tabac, qui est ultra réglementé, C'est un business très très sensible.
Donc il y a des procédures très très lourdes. La Française des Jeux, tout ce qui est le loto, les tickets à gratter, tout ça, c'est un casino à ciel ouvert. Donc pareil, c'est ultra réglementé. Voilà, il y a la police au jeu qui fait des enquêtes. Il y a des agréments, à obtenir. Et c'est des dossiers lourds et fastidieux. Et c'est des longues procédures. Ouais. Raconte l'anecdote justement, le test ou les tests qu'ils font. Ouais, la Française des Jeux, ils organisent et c'est le gouvernement qui leur a demandé de faire ça, des testings. Voilà, des testings. Pas pour entrer en boîte. Justement pour les on est très 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 sensibilisé à ça parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, que ce soit pour le tabac, l'alcool, le jeu, par rapport aux mineurs. Vendu aux mineurs. Donc la vente aux mineurs. Il y a certains buralistes, ou certains endroits ou certains pays où chacun, ça fait un peu n'importe quoi. Même moi, avant d'ouvrir mon restaurant, de temps en temps, je prenais un petit ticket à gratter pour mes enfants. Quand je suis allé faire ma formation, la formation à la Française des Jeux, ils ont dit première chose à ne pas faire, c'est ça. Et dans votre établissement, vous ne pouvez pas laisser faire ça non plus. Le gouvernement a fait pression donc, sur la Française des Jeux pour limiter la vente, par exemple, des jeux aux mineurs qui est exponentielle. Maintenant, les parents, ils achètent ça pour leur... À Noël, c'est le cadeau de Noël. Des tickets à gratter. Au pied du sapin, des tickets à gratter. Wow. Et moi, pareil, je ne m'étais pas rendu compte avant de faire toutes ces formations. C'est quelque chose dont j'aurais on se rend pas compte. J'aurais été capable de faire ça pour faire ce que tu penses faire plaisir. Tu vois. Puis c'est un petit côté fun. Mais tu te rends, on se rend pas compte que mettre des jeux à gratter dans la main d'un enfant, c'est comme leur donner une bière à 12 ans. Après, pour plus tard, que ce soit en termes d'addiction. Voilà, surtout ce qu'on cherche à éviter, c'est les addictions, parce qu'on le voit, mais on le voit nous ici aussi. Même chez les adultes, c'est surtout pour protéger les futurs adultes des addictions. Et comme je dis, donner un ticket à gratter à un gamin de 12 ans, c'est l'habituer déjà à un certain mode de consommation, comme si on lui donnait une bière ou un whisky. Et admettons, si toi, tu as un client qui vient souvent, tu sais que financièrement c'est compliqué, et il vient tout le temps acheter tous les jours des trucs, des tickets à gratter. Ouais. Est-ce que à un moment tu peux lui dire, c'est comme le verre de trop, stop. Oui, tu peux sûr. ou non, il va te dire, bien sûr, il faut. J'ai plus de 18 ans, si je veux acheter les tickets, j'achète les tickets. Bien sûr, on est pendant les formations, on est ultra sensibilisé à ça et c'est on essaye on peut pas raisonner, on peut pas obliger, on peut refuser des ventes. On peut refuser des ventes et ça nous est déjà arrivé. Mais la vente aux mineurs de toute façon est complètement proscrite ici. On a d'ailleurs des tests, on a des tests anonymes qui sont organisés par un organisme du gouvernement rattaché à la Française des Jeux, où ils nous envoient des mineurs incognito venir acheter des tickets pour voir si on leur vend ou pas. Et si on leur vend, on a raté le test. Sanction. Et quand tu rates 2 fois le test, tu perds ton agrément. D'accord. Ton agrément est suspendu. Ton agrément est suspendu, ça veut dire que tu n'as plus le droit de vendre du loto, du jeu. Donc quand tu es buraliste, c'est quand même une belle partie de ton commerce. Tu n'as plus le droit de vendre. Donc là, ça peut mettre en péril l'entreprise. Donc il faut vraiment être vigilant à ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est que ce soit l'alcool, le jeu, on essaie de protéger nos clients le plus possible. On a beaucoup d'habitués ici. On sait un petit peu les budgets de chacun et on sait que certaines personnes peuvent très vite se mettre dans le rouge en venant dépenser le loyer du mois, le loyer, le 2 du mois, venir dépenser le loyer en ticket à gratter, comme au casino, en pensant, comme les addicts au casino, en pensant que si je joue beaucoup, j'ai plus de chances de gagner le gros lot et de m'en sortir financièrement, mais c'est rarement le cas. Et toi, en tant que chef d'entreprise, comment toi tu gères le stress, comment tu gères la charge mentale? Tu as des petites méthodes, tu as des petits tips, tu cours, tu fais... Tu joues à la pétanque? Je joue à la pétanque, exactement. Ça détend. Exactement. Je fais des carreaux, ça me détend. Non, alors je suis pas le meilleur exemple à ce niveau-là. Non. Est-ce que tu en es conscient déjà? Oui, bien sûr. Il faut savoir se préserver. Moi, je sais que je suis
beaucoup dans l'action, un peu trop des fois. Alors là, c'est vrai que là, j'étais en phase de création. Quand on est en phase de création, voilà, hein, on y va à fond, on donne tout. Et ensuite, dès qu'on peut se le permettre, on commence à lever le pied et déléguer un petit peu plus et prendre un petit peu plus de temps pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, pour sa santé physique et mentale. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est en création, quand on est en démarrage, c'est pas facile et des fois on veut pas se l'avouer non plus. Et on se dit je suis fort et il faut l'être, hein. Mais voilà, il faut savoir aussi se préserver. Je ne sais pas toujours le faire, mais voilà, j'essaye le plus possible avec la pétanque, comme je dis, la pétanque beaucoup, le sport en général, hein, la pétanque, le wake, on a pas mal de lacs de wake ici dans le coin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Méditation et tout ça, ça te parle? Méditation, yoga, voilà. Moi, j'ai passé entre Papadam et la Pimpine, j'avais passé mes diplômes de prof de yoga, justement où je voulais monter un centre de bien-être. Bon, j'ai pas trouvé le bon site, donc du coup ça. Mais justement, tu vois, ça s'est pas fait. Parce que tu vois l'entrepreneur et t'avais l'idée et en fin de compte, t'as rebondi. Tiens, en fin de compte, je repars dans la partie restauration. Donc voilà, t'as toujours eu ce côté un petit peu vif d'esprit. Bon, ça je teste, bon ça marche pas, je vois que la porte est fermée, j'essaie d'ouvrir une autre porte. Après voilà, c'est vrai que tout le côté yoga, bien-être, tout ça, voilà, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et ça peut être un projet pour plus tard aussi. Ça peut être un projet pour plus tard. J'avais pas trouvé le lieu. J'avais trouvé le lieu, mais j'ai pas réussi à l'avoir. le lieu vraiment adapté au concept que j'avais. Tu vois, je voulais faire un centre un peu, tu vois, sportif, yoga, bien-être, avec un petit restaurant, avec une petite cuisine fraîche. Et je pense qu'il y avait une réelle demande. Alors après, voilà, pareil en termes de rentabilité. Il faut faire très attention. Parce que voilà, tout le monde aujourd'hui avec la baisse du pouvoir d'achat, tout le monde est pas prêt à investir sur soi, sur son bien-être et sur la santé. Ça reste une niche en fin de compte. Il y a souvent, souvent la majorité des ménages ont d'autres priorités. Avant d'aller prendre soin de soi, il faut payer le loyer, il faut remplir le frigo, il faut payer les affaires des enfants. Il y a beaucoup de, le coût de la vie a vraiment augmenté. On l'a vraiment vu ces dernières années. Et voilà, ça reste une niche. Et donc j'ai mis un peu en suspens. Et je me suis refocus sur cette affaire de la Pimpine sur lesquelles j'avais des vues depuis très très longtemps. Avant même d'acheter Papadam, j'avais visité 3 établissements dans le coin. L'ancienne Villa Tresse, qui est devenue aujourd'hui un bistrot Régent. Donc voilà, comme quoi le spot était pas si mal que ça. La pizzeria à Fargues, qui collait, qui a été le bon choix, parce que pour faire une cuisine bistrot, la cuisine que je voulais faire à l'époque, un petit peu créative, l'endroit s'y prêtait très bien. La preuve, c'est un marché direct. On s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Même pendant le Covid, on a cartonné au final. Et la Pimpine ici, mais qui était pas, il n'y avait pas encore eu les agrandissements les extensions qu'il y a aujourd'hui. Et avant, c'était vraiment le petit bar tabac. Et à l'époque, c'est ce côté justement tabac-jeu qui m'avait fait un petit peu peur, parce que moi, j'étais pas du tout dans ce créneau-là. J'étais vraiment passionné. Créer, faire un lieu convivial. Voilà, quel sorbet je vais mettre aujourd'hui avec tel plat, quelle association de saveurs on va faire. Voilà, j'étais beaucoup plus dans la créativité culinaire pure qu'aujourd'hui dans une vision plus globale du business. Là, on va parler un petit peu de la Pimpine. Donc, les projets à venir pour toi, comment tu vois évoluer, qu'est-ce que tu veux faire dans les prochains mois? Là, en fait, j'ai repris le 1er septembre 2024. Donc fêter les 1 an donc dans 2 mois. On va fêter les 1 an en septembre. Début octobre, parce qu'on a fait un mois de travaux. On a fait un mois de travaux et on a ouvert le 4 octobre. Donc le 4 octobre, on fêtera les 1 an de la réouverture. On peut faire une grosse fête, on va juste faire une petite réunion avec les clients, les habitués. Parler un petit peu du lieu, de la gare, qu'est-ce que ça représente, les anciens propriétaires qui ont tenu ça pendant 22 ans,
qui l'ont gardé, qui ont tenu ça 22 ans avant de partir à la retraite, tu vois. Donc il y a une vraie continuité. On a insufflé de la modernité, de l'énergie dans l'établissement, pour continuer à le faire vivre. Et, Toi, l'objectif, c'est de garder en fin de compte cette clientèle locale vraiment aux alentours, ou c'est d'attirer des gens de l'extérieur à venir ici, à découvrir le cadre, pour boire un verre, pour manger, pour passer un bon moment. Nous, le but, clairement, c'est de travailler. Donc, on a déjà il y avait une clientèle de base existante qui était déjà assez conséquente. Moi, j'ai récupéré pas mal de clientèle de Fargue aussi, de Papadam. On avait des gens qui venaient d'assez loin quand même déjà pour manger à Papadam. Donc, toute cette clientèle nous a suivis ici dans ce format un peu plus familial, populaire et familial. Non, oui, le but, c'est de conserver cet esprit bistrot, village, convivialité, rencontre. On a pas mal de gens, tu vois, qui viennent tous les jours, là, tous les matins, tout seul, et tout le monde se regroupe. Et voilà, il y a des gens qui viennent passer la journée ici, qui arrivent tous les jours tout seuls. Et au final, tu vois, tout le monde se rencontre, comme là-bas, tu vois, ils sont en train de jouer aux cartes, ils sont en train de taper la belote. C'est les anciens codes, ça, mais qui reviennent. Comme j'ai vu il y a quelques semaines, tu as fait le concours de pétanque, le concours de belote, il me semble aussi. Les choses comme des lotos, enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est toujours dans l'air du temps, ça fonctionne. On fait des lotos, on fait des soirées disco, on a fait un bal masqué. Là, au mois mi-septembre, le 13 septembre, on organise une feria dans l'esprit un petit peu des fêtes de Bayonne, de Dax. Mais voilà, en local, en reprenant un petit peu les codes et l'ambiance qu'on aime tous. Mais à taille humaine et en toute convivialité et sans aucune prétention. Ma dernière question, Damien, pour toi, est-ce que tu as un mot ou une phrase pour te motiver tous les matins ? Continue d'avancer, toujours continuer d'avancer. Tous les jours, chaque matin, je me dis, et même chaque minute, je me dis qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu vas améliorer, qu'est-ce que tu peux améliorer aujourd'hui. Et tous les jours, je vois quelque chose. Tous les jours, je vois quelque chose à améliorer, à revoir, à refaire, à reformer, pour nos clients, pour nos salariés, quelque chose qu'on n'avait pas vu, quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et il y en a tous les jours. Il y en a plusieurs tous les jours. Et mon leitmotiv, c'est vraiment ça. C'est toujours continuer d'avancer, jamais s'arrêter. Comme vous pouvez... Jamais rester sur des acquis, genre ça y est, c'est fini, on est arrivé là. Non, là, même pour la Pumpin, on est qu'au démarrage, il y a encore beaucoup de choses à venir. Après il y a un certain rythme aussi à respecter, on peut pas tout faire en même temps, on peut pas tout faire dès le début, on peut pas tout faire d'un coup. Étape par étape. Étape par étape, faut pas vouloir aller trop vite, ce qui peut être relativement dur, parce qu'on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, mais après faut respecter les budgets, l'humain, le temps, il y a beaucoup de choses à regarder, mais c'est ça, c'est toujours continuer d'avancer. Merci beaucoup Damien, comme vous pouvez l'entendre, un homme engagé. Je vous invite à venir à la Pumpin. Si vous êtes dans la région bordelaise aux alentours, n'hésitez pas, on est du côté de Lignan. Merci beaucoup Damien. Lignan de Bordeaux. Lignan de Bordeaux. Ah, faut spécifier, d'accord. Lignan de Bordeaux. Lignan de Bordeaux. On dit tous Lignan. Mais c'est vrai. Mais non. Pour ceux qui viennent de très loin. Je tape sur mon Google. Attends. Voilà. Sans Maps. Merci beaucoup Damien et longue vie donc à la Pumpin. Merci beaucoup Sébastien. J'espère que cette deuxième partie vous a plu. Lâchez vos commentaires ou vos envies sur les réseaux de Passion d'entreprendre. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans de nouveaux épisodes de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.